Donc, c'est une présentation sur les écoles philosophiques que vous devriez voir maintenant. Voilà. Donc, avec ce fameux stupa, justement, ce magnifique stupa qui rappelle que... Vous voyez ou pas, non? Non, pas du tout. Non, rien. Ah, mais c'est parce que j'ai pas fait le partage. Ok. On imagine, mais Donc, c'est le même que la dernière fois. Ah voilà, ok. Voilà. Ok. Ok, c'est magnifique stupa. Voilà, ce stupa de Bodh Gaya où le Bouddha a montré l'éveil et donc il a forcément enseigné différents points de vue, ouais. Et donc ces points de vue qu'on rappelle, qu'on retrouve dans Siddhanta en sanskrit ou Jupta en tibétain. Donc ça veut dire ces principes philosophiques, ces vues philosophiques. Ok, très bien. Donc ça, on en a déjà parlé. Et donc il y a les 3 cycles, ouais, que vous connaissez déjà, les 4 nobles vérités, la perfection de sagesse et la parfaite discrimination, les 3 cycles de l'enseignement du Bouddha. Ok, donc on peut séparer le premier cycle et les 2 derniers en fonction du véhicule de libération individuelle, Pratimokshayana, et en fonction du Mahayana, ouais. Donc le Pratimokshayana, maintenant on pourrait dire que le Theravada c'est la tradition héritière du Pratimokshayana, mais il y a quand même beaucoup de différences. C'est pas nécessairement tout à fait la même chose, il y a des distinctions. Et forcément, donc, comme son nom l'indique, Pratimokshayana, le véhicule qui souhaite obtenir la libération individuelle, donc leur but c'est le nirvana individuel, ça vous le savez déjà. Et le but du Mahayana, c'est l'éveil pour le bien de tous les êtres, ouais? Oui. Ok, jusque maintenant, ça va. Ensuite, donc, le Pratimokshayana, c'est la base sur laquelle s'appuie le Mahayana. Le Mahayana, il englobe tout ça, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'origine, les Vaibhashika, donc du plus, on peut dire, du plus basique vers le plus élevé, Vaibhashika et Sutrantika, à l'origine, relevaient du Pratimokshayana. Et Chittamatra et Madhyamaka relevaient du Mahayana, ouais, parce que, comme on l'a dit, les écoles philosophiques qui relèvent du véhicule de libération individuelle n'acceptent que le non-soi de la personne, ouais. C'est ça. Alors que les écoles mahayanistes acceptent en plus le non-soi des phénomènes. Ok, donc ça veut dire que là, on a différentes destinations. Oui. On a le véhicule qui mène à l'état de Bouddha, pleinement éveillé, donc c'est le Mahayana. Et il y a différents véhicules, le véhicule des Sravaka, les auditeurs, et les Pratyeka Buddha qui veulent obtenir l'état d'Arat, la libération individuelle, ouais. Oui. Ok, donc forcément, il y a besoin d'un GPS. Donc le GPS, lui-même, il propose ces différentes destinations. On peut aller soit à Avignon, soit à Montpellier, soit à Aix-en-Provence. Donc on va dire que Aix-en-Provence, c'est l'éveil, l'état de Bouddha, et Avignon et Montpellier, c'est l'état d'Arat. oh, Ouais, donc c'est un petit peu ça, on va dire. Donc bien sûr que il y a ces écoles philosophiques, ces différents GPS. Il y a le GPS Made in Vaibhashika qui va proposer les différentes voies vers Avignon, Montpellier ou Aix-en-Provence. Et il y a aussi Sautrantika qui va présenter toutes ces voies-là. Il y a le Chittamatra et il y a le Madhyamaka forcément. Donc ça veut dire que on peut vouloir soit obtenir l'état de Bouddha, soit obtenir l'état d'Arat. Donc on choisit en fait. Et on peut décider d'y aller avec l'un ou l'autre des GPS. Tout à fait. Ça veut dire que entre pratiquer un véhicule mahayaniste et avoir une vue mahayaniste, il y a nécessairement 4 possibilités. Tout à fait, mais là j'ai compris maintenant. Bravo, magnifique. Magnifique. Et donc là, on retrouve justement ces 4 écoles. Et aujourd'hui, on va parler surtout du Sautrantika. Okay. Pourquoi on dit Sautrantika? Parce que à l'époque où il y a eu les conciles, il y en avait qui disaient que le Mahavibhasha Shastra, c'était la parole du Bouddha. Et ceux qui disaient non, c'est que les sutras, la parole du Bouddha. Et bien justement, il y a le mot sutra dans Sautrantika, ouais. C'est-à-dire que quand on rajoute la fin, en fait, pour donner l'adjectif, il y a ce qui s'appelle un vriddhi en sanskrit, ça veut dire comment dire, un renforcement de la première voyelle. Et donc c'est pourquoi on ne dit pas sutrantika, mais sautrantika, ouais. C'est juste voilà, pour vous souvenir que le R est bien après le T. Et comme on l'a vu, il y a le sautrantika qui suit les Écritures. À l'issue de l'Abhidharma Kosha Bhashyam, l'autocommentaire de l'Abhidharma Kosha, d'Acharya Vasubandhu, mais aussi d'autres textes, et le Sautrantika qui suit la logique, qui suit le raisonnement à l'issue de Acharya Dharmakirti en particulier. Ouais.
Donc c'est cette école-là qui est souvent utilisée dans les traditions tibétaines pour beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc chaque école présente la base, la voie et le fruit. Ça, vous le savez déjà, ouais? Oui. Ok. Donc on va voir surtout la base aujourd'hui. La base, c'est quoi? C'est la façon dont les phénomènes existent, etc. Les vérités ultimes et les vérités conventionnelles, par exemple. Donc ici, par rapport aux vérités ultimes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans le chapitre 3 du Pramanavartika d'Acharya Dharmakirti, il dit Dön dan dön jenu parande dir dön da yopayim chen kunzo yopate de da ranchit senishe. Il dit ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction est ici ultimement existant. Mm. Le reste est conventionnellement existant. Mm. Et donc, ces deux types de phénomènes sont déclarés ici, dans ce contexte ici du Sotrantika, comme étant spécifiquement et généralement caractérisés. Ouais? Ouais. Ok. Donc, les phénomènes généralement caractérisés sont des vérités conventionnelles et les phénomènes spécifiquement caractérisés sont des vérités ultimes. Ouais. Donc là, j'ai pris des briques. Pourquoi? Parce que c'est les briques constitutives de l'univers pour ces écoles. Et donc, pourquoi est-ce qu'on les appelle des vérités ultimes? Parce que ce sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais. Et une perception directe, c'est défini comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ça, vous le savez déjà, ouais? Mhm. Ok. Donc, une cognition non erronée, ça veut dire une conscience ultime. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les objets apparents des consciences ultimes, c'est les vérités ultimes. C'est pourquoi on les appelle comme ça, tout simplement. Donc, c'est des briques ici parce que ce n'est pas nécessairement des phénomènes infinitésimaux, ça peut être des phénomènes assez grossiers. Ok, donc tout ce qui est capable d'opérer une fonction, ça c'est la définition de quoi? De la vérité ultime. Oui, d'une chose, ouais, d'une chose efficiente, ouais. Ouais, une vérité ultime, c'est ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Très bien, donc c'est une chose, un existant substantiel dans le sens où c'est impermanent. Et donc voilà, c'est ça ici. Mm. Et on a les opposés. Phénomène qui est vide de la capacité d'opérer une fonction, ou phénomène dénué de la capacité d'opérer une fonction. Ok. On a aussi phénomène qui est une non-chose. On a existant simplement imputé pour les sotrantika, pour les phénomènes permanents. Et donc là, il y a vraiment l'opposition fondamentale dans les deux types d'existants, les impermanents et les permanents, ouais. Mhm. Ok, donc les impermanents, c'est les objets apparents des perceptions directes. C'est pourquoi c'est des vérités ultimes, parce que c'est les objets apparents des consciences ultimes, alors que les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Ouais. Oui. Ok, très bien. Et donc c'est pourquoi on les appelle d'un côté vérité ultime et vérité conventionnelle. Et là, ce que dit Acharya Dharmakirti, normalement, c'est la première strophe du chapitre 3, normalement. Puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides. Et ce, parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non. Ouais. Parmi les deux types d'objets de compréhension, il y a les vérités ultimes qui sont capables d'opérer une fonction, et donc qui sont les objets apparents des perceptions directes. Et donc c'est pourquoi on a des perceptions directes valides, et les phénomènes permanents sont les objets apparents des cognitions conceptuelles, dont les inférentiels, qui sont des cognitions valides, conceptuelles. Ouais. Ouais, ça va? Oui. Ça va. Ok, donc quand on fait sa distinction entre perception et conception, ça c'est fondamental dans le Sotrantika. C'est ça qui fait la base de la description de l'univers. Donc Acharya Dignaga dans le Brahmana Samuccaya dit la perception directe est libre de la conceptualisation consistant à joindre le nom, la catégorie, etc. à l'objet. Ouais. Ming dans Rikso Jorwaye Tobadan Musumo. Ok, donc là, tout ce qui relève de la perception, c'est ça, c'est ce qui nous permet dans le Sotrantika d'apprendre ce que veut dire une même entité substantielle, par exemple. Ouais. Mhm. Une même entité substantielle, deux phénomènes sont une même entité substantielle. Quand ils apparaissent à une perception directe, ils n'apparaissent pas séparément. Comme ici, mogwai et impermanent, la généralité impermanent. Et ils apparaissent et n'apparaissent pas séparément. Mogwai apparaît comme étant impermanent. Ce n'est pas nécessairement réalisé comme étant impermanent. Il apparaît comme étant une cause aussi. Donc mogwai ou une personne en général et cause sont une même entité substantielle. Effet. Voilà. Là, ici, avec effet et personne aussi, puisque mogwai, comme n'importe quel animal, est nécessairement une personne. C'est un jeu désigné en dépendance de tout ou partie de ses agrégats. Et donc, n'importe quelle personne est nécessairement impermanente. Et donc, si on a l'illustration d'une personne, une instance d'une personne,
et la généralité personne, les deux sont une même entité substantielle. Ok. Très bien, maintenant si on passe à la conscience conceptuelle, c'est ça qui va nous occuper ici aujourd'hui. La conscience conceptuelle est cette conscience qui appréhende l'objet indiqué par les mots en relation à la chose elle-même. Donc c'est Acharya Dharmakirti qui dit ça. Donc la conscience conceptuelle est cette conscience qui appréhende l'objet indiqué par les mots en relation à la chose elle-même. Ok. Ok, l'objet indiqué par les mots, l'objet indiqué par les sons, jadun en tibétain. Ouais, c'est ça qui est très important. C'est ça qui est une généralité de sens, en fait, pour Acharya Dharmakirti. C'est ça qui compte, en fait. Ok, donc quand on a une généralité de sens et une généralité de son, quand les deux sont appréhendés comme étant susceptibles d'être mêlés, c'est là où on a la définition d'une conscience conceptuelle, ouais. Parce que quand on étudie selon le point de vue de Purvuchok, Yonzin Purvuchok, et lui, il donne cette définition. Mais dans d'autres traités, comme celui de Jankar Rinpoche, il dit qu'il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Il ne le dit pas littéralement comme ça, mais qu'il n'y a pas nécessairement besoin de parler de ces généralités de sens et généralités de son comme susceptibles d'être mêlées. On peut simplement dire la généralité de sens. On peut simplement dire une conscience conceptuelle, c'est ce qui appréhende le sens du son, tout simplement. Ok, très bien. Et donc ici, Kedubje, il va avoir la même intuition, en fait, le même point de vue. Il dit la cognition conceptuelle est cette conscience qui appréhende le sens indiqué par les sons en relation à la chose elle-même. Donc ça veut dire que quand on prend Jadun en tibétain ou Shabdartha en sanskrit, on peut le prendre dans le sens d'un génitif, c'est-à-dire le sens du son. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'ajouter la généralité de sens et la généralité de son. Il n'y a pas besoin de les apposer comme ça. On prend simplement la désignation, le sens du son, le sens des mots. C'est la même chose. Et donc, grâce à ces consciences conceptuelles, on peut appréhender ce qui est lié par la même entité. Alors que tout à l'heure, même entité substantielle, c'était plutôt pour la perception directe. Là, c'est la conscience conceptuelle qui nous permet de lier une instance avec sa généralité, par exemple. Ici, la définition de ce qui est lié par la même entité avec existence, c'est ce qui est différent au sein de la même essence avec existant et qui est éliminé par la force de l'élimination d'existant. C'est-à-dire que si existant n'existe pas, la fleur n'existe pas non plus. Donc ça, c'est la conscience conceptuelle qui permet de faire ça. Grâce aux consciences conceptuelles, on peut aussi distinguer ce qui est une cause substantielle, des effets substantiels, d'une même cause substantielle, etc. Et donc, on peut certifier ce que veut dire être un même type d'entité substantielle. Donc ça, c'est toujours grâce aux Sotrantika, en fait, grâce aux Sotrantika qui suivent le raisonnement. Il y a cette possibilité aussi de distinguer les phénomènes, comment est-ce qu'ils ont une similitude du point de vue de leur cause substantielle, par exemple. Grâce aux Sotrantika, on apprend aussi ce que veut dire être un definiendum, une définition, donc on apprend tout ça, donc ça c'est très important aussi, parce que ça nous permet ensuite de comprendre les isolats conceptuels. Et on a aussi cette importance des négations, parce que les Vaibhashika n'acceptent pas les négations non affirmatives, alors que les Sotrantika acceptent les négations non affirmatives. Et donc il y a ici la définition donnée par la Madhyetsumpa d'une négation, c'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite, donc ça il faut rajouter explicite, de son objet de négation, par la conscience qui l'appréhende. Ouais. Ok, très bien. Et donc, on va dire que tous les collèges monastiques Gelugpa sont d'accord sur un point, de dire que même quand il n'y a pas une particule négative, si la façon dont le phénomène apparaît à l'esprit se fait au moyen d'une élimination explicite de quelque chose, à ce moment-là, c'est nécessairement une négation. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, l'espace, il n'y a pas de particules négatives quand on dit espace. Pas non quelque chose, etc., etc. Il y a juste espace. Mais la signification de l'espace, c'est quoi? C'est une absence de contact obstructif. Et donc, ça veut dire que ça apparaît à l'esprit au moyen d'une élimination explicite de quelque chose. Donc, l'obstruction matérielle. Donc, c'est pourquoi l'espace est une négation. Ok. Et donc, il faut qu'il y ait une exclusion explicite de quelque chose. C'est-à-dire que si on choisit une tasse dans un tiroir, dans un placard, c'est que, nécessairement,
on élimine les autres. Ça veut dire qu'on dit, je ne veux pas de ces grandes tasses-là, je ne veux pas de ces autres tasses-là, je veux cette tasse-là. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on choisit cette tasse en éliminant explicitement les autres tasses. Ouais. Oui. On dit, dans notre esprit, on dit, je ne veux pas de cette tasse-là, je ne veux pas de ces deux autres-là, je ne veux pas de celle-là, je veux celle qui reste. Et donc, ça veut dire qu'on a une élimination explicite. Et donc, ça veut dire que c'est une négation. Par contre, si on ne faisait pas cette élimination explicite, si tout simplement on choisit de regarder cette tasse-là, on ne fait pas d'élimination explicite des autres tasses, dans ce cas-là, elle serait un phénomène positif, elle serait un phénomène affirmatif. Ouais, il y a uniquement si l'exclusion se fait de manière explicite que le phénomène devient une négation. Ok, donc on apprend aussi grâce au Sautrantika ce que sont les généralités. Les généralités, les divisions terminologiques des généralités, comment est-ce qu'on arrive à comprendre qu'une classe, une catégorie imprègne ces différentes instances, etc. Ça, c'est le plus important. On a les généralités de sens, par exemple, la généralité de sens d'un pot, ce facteur de surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Donc ça, il y a beaucoup de descriptions par rapport à tout ça. Ok. Et il y a les exclusions aussi, les exclusions qui sont mentales et les exclusions qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. C'est ça qui, à mon avis, est l'un des points les plus importants du Sautrantika qui suit le raisonnement, c'est comment est-ce qu'une conscience conceptuelle peut être en accord avec la réalité. Ok. Donc, il y a les exclusions objectives, qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés, donc des phénomènes impermanents, et les exclusions mentales. Donc ça, c'est la généralité de sens. C'est ce qui est le contenu d'une généralité de sens. Donc on retrouve des définitions. Par exemple, la définition d'une exclusion objective spécifiquement caractérisée, c'est ce qui est observé comme étant une base commune entre une exclusion qui est une négation affirmative et ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Une illustration est comme, par exemple, l'opposé de ce qui n'est pas pot. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que quand on a une tasse en face de soi, cette tasse... L'opposé de ce qui n'est pas tasse. Ouais, exactement. C'est l'opposé de ce qui n'est pas tasse. Exactement. Donc c'est une exclusion qui est un phénomène impermanent. Et on a l'exclusion mentale. Donc c'est une base commune entre une exclusion qui est une négation affirmative, c'est pareil là. Et ensuite, ce qui est aussi surimposé par la conception. Ouais. Ok. Donc on a des réalisations implicites et des réalisations explicites. Ça veut dire que quand on voit une tasse ou un pot ici, explicitement on réalise le pot et implicitement on réalise directement le non-non-pot, l'opposé de ce qui n'est pas pot. Ouais. Donc ça c'est implicite parce que c'est pas marqué sur le pot en fait que c'est un non-non-pot, mais dans sa nature même il est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui. Donc on doit le réaliser aussi, puisque ça fait partie de sa nature, mais c'est réalisé implicitement. Et pour la conscience conceptuelle, ça va fonctionner pareil. La conscience conceptuelle qui pense à Mang réalise explicitement Mang, mais réalise implicitement la non-non-Mang. Ok. Donc on a non-non-Mang, non-non-pot, non-non-tasse, etc., etc. Ça veut dire n'importe quel phénomène est nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas lui. Et donc là, ça va expliquer comment est-ce que notre conscience conceptuelle est en accord avec la réalité. Quand on nous désigne un phénomène pour la première fois, on dit voilà, ça c'est un pot. Et donc on va avoir à la pensée pot, forcément. Donc ça c'est la réalisation explicite. Mais implicitement, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend non-non-pot. Ouais. Et ce pot est un non-non-pot. C'est-à-dire que là, on a les deux exclusions qu'on a mentionnées tout à l'heure. Une exclusion objective, qui est un phénomène spécifiquement caractérisé, le pot lui-même, et on a une exclusion mentale, le contenu de la généralité de sens. Ok. Et donc, quand on nous désigne pot, en réalité, c'est ça qu'on nous désigne. Donc là, je l'ai mis entre crochets parce que c'est implicite dans notre conscience conceptuelle, mais c'est ça qu'on nous désigne en fait, en réalité, par l'intermédiaire du pot lui-même. Et donc, puisque un autre pot qui n'a rien à voir avec ce premier pot est aussi un non-non-pot, eh bien, on arrive à le réaliser comme étant un pot aussi, même s'il n'a rien à voir avec celui qu'on a vu. Et un autre pot qui n'a rien à voir avec celui qu'on a vu en deuxième est aussi un non-non-pot. Et donc, on le réalise comme étant un pot parce que ce qui nous a été présenté, en réalité, c'est la généralité non-non-pot. Ce n'est pas le pot lui-même. Ce n'est pas l'illustration elle-même.
Ok, donc on a des explications pour terminer grâce à Anne Klein dans Knowledge and Liberation. Vraiment un super bouquin qui explique comment la conscience conceptuelle est utile pour transformer notre esprit, pour être en accord avec la réalité. Elle dit, il est un fait observable qu'une fois qu'un objet spécifique a été connecté avec son nom, la personne qui a appris le nom pourra, dans la plupart des cas, reconnaître d'autres objets du même type comme étant appropriés pour être désignés par le même nom. Un enfant qui a appris qu'un chat gris spécifique est appelé un chat comprendra qu'un félin noir ou calico est aussi appelé chat, tout simplement parce que c'est un nom non-chat aussi. Cette aptitude à généraliser est vue comme un signe montrant que lorsque le nom chat fut appris, il n'était pas compris comme s'appliquant seulement au chat gris présent à ce moment-là. Si cela avait été le cas, l'apprenant ne pourrait pas identifier plus tard des chats de différentes couleurs ou de différentes tailles comme étant les référents appropriés du nom chat. Ça veut dire que si on nous disait « ceci est un chat » en désignant par la terminologie chat uniquement ce chat-là, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas si cet autre animal était un chat ou pas. Il faudrait qu'on nous dise bah, « ça aussi c'est un chat ». Et encore un autre chat, on nous dirait bah, « ça aussi c'est un chat ». Et donc on n'en finirait plus. Et donc, en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi? Parce que ce qu'on nous présente comme étant chat, en fait, c'est la généralité non-non-chat. Et cette généralité non-non-chat, c'est comme une serrure, en fait. C'est comme une serrure, et n'importe quel chat est aussi un non-non-chat, c'est comme une clé qui rentre dans cette serrure. Ouais? C'est-à-dire que n'importe quel chat a nécessairement l'exclusion de ce qui n'est pas un chat. Et donc, ça veut dire que n'importe quel chat peut être reconnu comme étant un chat, parce que ce qui nous a été présenté initialement, grâce à un vrai chat en face de nous, ce qui nous a été présenté en réalité, c'est la généralité non-non-chat. Ok, selon la vue bouddhiste, et surtout des Sautrantika ici en particulier, une telle généralisation est rendue possible par le fait que le nom fut initialement appliqué non pas au chat gris spécifique, mais à l'opposé de non-chat. Tous les chats de n'importe quelle couleur ou taille sont similairement opposés à non-chat et par conséquent peuvent être reconnus comme appropriés pour être désignés chat. Voilà, on n'a pas besoin à chaque fois de dire bah, ça c'est quoi, bah, c'est un chat, et ça c'est quoi, bah, c'est un chat. Il n'y a pas besoin de ça. Ok. Ainsi, lorsque nous apprenons le nom, le terme chat est appliqué à une image mentale, qui est une apparence à la pensée, comme étant l'opposé de non-chat. Néanmoins, la base d'application du nom est un vrai chat externe. Donc ça, c'est l'illustration isola, en fait, l'isola illustration, quand on nous présente un chat, etc. Alors que ce qui est réalisé en réalité, c'est l'isola général, c'est le non-non-chat. Ok, une image mentale ne peut pas effectuer les fonctions d'un chat et ne serait pas appropriée en tant que base du non-chat. C'est pour ça qu'on ne nous dit pas ce que tu as à l'esprit, c'est ça un chat, forcément, parce qu'une généralité de sens n'est pas un chat. Mais même si on nous présente un chat en réalité dehors et on nous dit ça c'est un chat, le véritable objet d'expression, c'est le non-non-chat, la généralité non-non-chat. Donc c'est ce qu'elle dit ici. Cependant, la généralité de sens, qui est une apparence d'opposé de non-chat, est le véritable objet d'expression, me qui Dieu dia, du terme chat. Et le nom est connecté à cette image interne. Et donc c'est pourquoi on peut reconnaître les autres chats comme étant cela. Apprendre à identifier un chat signifie aussi que l'on apprend ce que n'est pas un chat. Quand le nom chat est initialement connecté à l'objet, il y a une élimination de ce qui n'est pas un chat. Et le nom est appliqué dans un sens à ce qui reste. Si cette élimination n'est pas faite correctement, un emploi futur du terme sera erroné. Si un enfant à qui l'on dit « ceci est un cheval » prend les caractéristiques d'un cheval comme étant la possession de 4 pattes, une crinière, une queue et un museau longiligne, l'enfant en question pourrait voir plus tard un zèbre et penser qu'il s'agit d'un cheval à rayures. Cela pourrait venir du fait que rayures blanches et noires n'aura pas fait partie des caractéristiques éliminées au moment de l'apprentissage du nom cheval. Afin que le processus de désignation mène à un usage correct de la convention apprise, elle doit initialement être appliquée à une image mentale qui représente correctement ce qui doit être éliminé, comme n'étant pas la chose ainsi désignée. Par conséquent, pour terminer, bien que la personne expliquant le nom indique un chat gris spécifique en faisant l'identification « ceci est un chat »,
Le nom n'est pas appliqué ou connecté à ce chat gris spécifique, ni à un composé de chat gris et d'opposé à non-chat, mais il est plutôt connecté à l'image ou à la généralité de sens, qui est une apparence conceptuelle en tant que l'opposé de non-chat. Cependant, c'est le chat véritable et non l'image qui est identifié en tant que chat. Donc il sert d'illustration tout simplement. Mais ce qui est véritablement exprimé grâce à chat, c'est non-non-chat, la généralité non-non-chat, qui s'applique parfaitement à n'importe quel chat, puisque n'importe quel chat est l'exclusion objective non-non-chat. Et donc on comprend que n'importe quel chat est un chat. Voilà, bravo.